Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le Mali coupe officiellement les ponts avec la France. Après des mois de tensions diplomatiques, la junte militaire malienne au pouvoir a décidé de rompre ses accords de défense avec la France et ses partenaires européens. La fin du mandat de l'équato-guinéen Fortunato Fambonchama à la tête de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale a été l'occasion de dresser un bilan des actions menées par l'institution financière au profit de la République du Congo. 269 milliards de francs CFA ont été investis durant ces 5 dernières années. Et la journée de la liberté de la presse était célébrée à travers le monde entier ce mardi 3 mai. Les acteurs africains du secteur s'étaient donné rendez-vous à Arusha en Tanzanie pour une conférence sous le thème « Le journalisme sous l'emprise du numérique ». Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, les prétendants à la magistrature suprême commencent à se déclarer à 1 an de la prochaine élection présidentielle prévue en 2023. L'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, actuellement sénateur, a été investi ce mardi 3 mai, président du leadership et gouvernance pour le développement, son parti tout fraîchement lancé. Mais il a noté que malgré cette volonté affichée, de nombreuses incertitudes demeurent telles que le calendrier et l'organisation des échéances électorales de 2023. Les relations diplomatiques entre le Mali et la France se décomposent mois après la fermeture de l'ambassade de France au Mali en janvier dernier. La suspension des grands médias français sur son territoire au mois de mars, ce sont désormais les accords de défense qui sont remis en question. Le Mali a décidé le 2 mai de rompre les accords militaires avec la France en vigueur depuis 2013, alors que le retrait de l'opération Barkhane a débuté depuis plusieurs mois. Un sujet de Roberto Bogbe. Nouvelle manifestation de la dégradation des relations entre Bamako et ses anciens alliés dans le combat contre les djihadistes. La junte au pouvoir a dénoncé lundi 2 mai, dans la soirée, les accords de défense avec la France et ses partenaires européens, fustigeant les atteintes flagrantes de la part des forces françaises présentes dans le pays à la souveraineté nationale et à de multiples violations de l'espace aérien malien. Le gouvernement de la République du Mali constate avec regret une détérioration profonde de la coopération militaire avec la France suite aux incidents suivants. A. L'attitude unilatérale du partenaire français. B. Les multiples violations de l'espace aérien malien. C. La manœuvre dilatoire consistant pour la France à demander une réunion d'experts pour la relecture du traité de défense. Attitude unilatérale, atteinte flagrante à la souveraineté nationale du Mali. Le mardi 26 avril 2022, le porte-parole du gouvernement publiait déjà un communiqué de presse accusant l'armée française d'espionnage et de subversion. Depuis le début de l'année, le gouvernement de transition a constaté plus de 50 cas de violation jugés délibérés de l'espace aérien du Mali, notamment par ses forces armées françaises. Le gouvernement de la République du Mali décide de dénoncer 1. Le traité de coopération en matière de défense. 2. Le gouvernement de la République du Mali décide de dénoncer avec effet immédiat l'accord des 7 et 8 mars 2013 déterminant le statut du détachement français applicable à la force Barkhane. L'annonce des autorités maliennes vient définitivement mettre fin à des relations entre deux anciens alliés. Face aux terroristes qui minent le Niger et le Burkina Faso voisins et menacent de s'étendre encore plus au sud jusqu'au golfe de Guinée, le Mali devra restructurer sa coopération militaire. Selon les analystes, la Russie jouera un rôle clé dans ce nouveau chapitre. Traiter les maux à la racine, c'est ce que préconise le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, pour éradiquer la gangrène du terrorisme en Afrique et principalement en Afrique de l'Ouest où il a débuté une tournée sous-régionale depuis le 1er mai avec en première escale le Sénégal. Le diplomate est revenu sur la crise sahélienne et les moyens d'en sortir, un sujet de Philomène Tine.
Après avoir déclaré en octobre 2019 devant le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies que le terrorisme en Afrique est une menace pour le reste du monde, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, attend maintenant une réponse africaine face à ce fléau. Le chef de l'ONU s'engage ainsi à plaider pour des opérations africaines de paix et de lutte antiterroriste robustes. Je continuerai de plaider, comme je l'ai fait depuis le début de mes fonctions, pour des opérations africaines de paix et de lutte antiterroriste robuste, mise en œuvre par l'Union africaine et appuyée par l'ONU, mandatée par le Conseil de sécurité et jouissant d'un financement prévisible garanti par les contributions obligatoires. Selon le chef de l'ONU, la lutte contre le terrorisme ne peut pas se limiter à une approche sécuritaire. Le développement durable et inclusif semble être le moyen le plus efficace pour traiter les causes profondes des conflits, de l'extrémisme et du terrorisme. La situation sécuritaire au Sahel oblige à ne pas avoir un angle uniquement régalien, mais il doit également être associé à une politique d'État-providence. Et je pense que le discours d'Antonio Guterres visait notamment aux États de s'approprier le fait qu'il ne faut pas qu'il y ait des territoires qui soient délaissés, et par ailleurs aussi d'avoir une vigilance, puisqu'on sait qu'il y a 3 États qui ont subi des coups d'État auxquels les institutions internationales sont très attentifs et vigilants sur la situation de ces pays. En Afrique, la région sahélienne est minée par les violences djihadistes. Se montrant sensible à cette situation, Antonio Guterres exhorte la communauté internationale à apporter tout son soutien aux pays touchés afin de s'attaquer aux causes profondes du fléau. Également dans l'actualité, en Somalie, une base militaire de la force de maintien de la paix de l'Union africaine, AMISOM, abritant des soldats burundais, a été attaquée ce mardi 3 mai près d'un village situé à 160 km au nord-est de Mogadiscio. Après des tirs nourris et plusieurs explosions, le bilan fait état de plusieurs victimes. Des militants islamistes radicaux Shebab ont revendiqué l'attaque dans un communiqué. Rappelons que le mandat de l'AMISOM a été prolongé fin mars par le Conseil de sécurité de l'ONU jusqu'à fin 2024 pour stabiliser le pays face à l'insurrection islamiste Shebab qui sévit depuis plus de 10 ans. L'équato-guinéen Fortunato Fambonchama a tiré sa révérence à la tête de la BDEAC le 17 mars dernier. L'occasion pour celui qui était en poste depuis 2017 de rendre compte des réalisations accomplies par la Banque de développement des États de l'Afrique centrale en faveur de la République du Congo ces 5 dernières années. Un bilan qui se chiffre à 269 milliards de francs CFA. Plus de détails avec Philomène Tine. En tant qu'institution financière au service du développement de la sous-région d'Afrique centrale, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, BDEAC, a injecté une manne financière d'un montant de 269 milliards de francs CFA au Congo au cours des 5 dernières années. Selon le président de l'institution financière, Fortunato Ofombo-Chama, la BDEAC s'est engagée dans l'accélération de la mise en œuvre des projets intégrateurs au Congo de 2017 à 2022. La banque, à notre arrivée, connaissait une situation critique de ressources, une trésorerie qui avait à peine de 2 milliards de francs CFA. Et nous, on a fait une offensive internationale pour la mobilisation des ressources. Donc, au cours de 5 dernières années, nous avons pu mobiliser 907 milliards de francs CFA, et ce qui est en volume plus que tout ce que la BDAC avait déjà mobilisé au cours des 41 années précédentes. Dans les interventions de la BDEAC au Congo, la question environnementale a été au cœur des priorités. La banque a ainsi appuyé le pays dans le financement de ses projets climat. Aujourd'hui, la BDAC a eu une politique environnementale propre et dans toutes les interventions de la BDAC, la question environnementale est présente. Donc la banque est en face avec ce leadership du président de la République, Denis Sassou Nguesso, pour que la préservation de l'environnement soit au cœur de nos actions.
En vue d'accompagner le développement économique du Congo, les concours de la BDEAC en faveur du pays portent sur environ 39 opérations en 5 ans. Parmi celles-ci, on peut citer la réalisation d'infrastructures routières, ferroviaires, sanitaires, la mise en place de projets agricoles, industriels, le financement des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries, entre autres. L'état de l'information a une nouvelle fois été passé en revue ce mardi 3 mai à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse. Les acteurs africains du secteur étaient réunis à Arusha, en Tanzanie, pour une conférence organisée par l'UNESCO autour du thème « Le journalisme sous l'emprise du numérique ». Une rencontre à laquelle notre envoyé spécial Fraterne Dakaisenga a assisté. Le journalisme sous l'emprise du numérique, voici le thème à réflexion pour la Journée internationale de la liberté de la presse, célébrée chaque année le 3 mai. Au niveau continental et pour la première fois, cette journée a été célébrée à Arusha en Tanzanie. Une opportunité aux différents journalistes et acteurs de l'univers médiatique en Afrique de réfléchir aux défis posés par les nouvelles technologies à leur profession. We as media must accept that we need to be intellectually right. En tant que professionnels des médias, nous devons accepter de rester intellectuels. Quand je dis ça, je veux vous encourager à rester vigilants, à questionner les choses. Nous devons rester informés des idéologies patriotiques, culturellement enracinés et professionnellement outillés. Nous devons être prêts pour naviguer avec la technologie et enfin, nous devons être financièrement instruits et pertinents sur le marché. Pour sa part, la présidente de la République unie de la Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, les journalistes ne doivent pas perdre de vue leur responsabilité d'éduquer la population, même à l'ère où leur profession souffre de déviations et d'intrusions apportées par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. La chef de l'État a également plaidé pour plus d'unité dans les médias africains pour lutter contre la narration négative sur l'Afrique. Je me rappelle du projet pour la création d'un média panafricain qui devrait porter le nom de Voix d'Afrique. Malheureusement, il a disparu. Aujourd'hui, même si vous changez de nom, essayez de le faire renaître. C'était un beau projet et c'est au sein de ce média que vous devriez discuter de vos problèmes et des solutions y relatives ou encore comment défendre votre continent en parlant du bien qu'il a offert et construire une image différente de votre continent. La célébration de la Journée mondiale et de la liberté de la presse marque également la fin de la convention des médias africains qui s'est tenue ici à Arusha du 1er au 3 mai 2022. Pendant 3 jours, plus de 450 acteurs du secteur médiatique africain ont discuté des défis de la presse, notamment la construction de la narrative positive sur l'Afrique. Dans le reste de l'actualité, c'est ce mardi 3 mai, date de la Journée internationale de la liberté de la presse, qu'a été décerné le Grand Prix Malina à Madagascar. Comme les fois précédentes, cette 4e édition a récompensé les journalistes d'investigation pour leur travail d'enquête sur des thématiques liées à la corruption. C'est le reportage de Andre Randrian Solo et de 2 de ses confrères sur la corruption dans l'attribution des marchés publics, sur la construction des écoles publiques qui a été primée. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.